on a un peu effleuré là, dans une forme de teasing avec le prince Salman. D'ailleurs, on va montrer peut-être sa photo. Peut-être qu'on a la photo, je crois, du prince Salman. Jeffrey Epstein a été très présent au Moyen-Orient et en Afrique. Alors voilà, là on voit donc Epstein avec le prince Mohammed Ben Salman. Il faut préciser d'emblée qui est le prince Mohammed Ben Salman. C'est tout simplement le prince héritier saoudien. Il a été déjà à plusieurs reprises ministre saoudien. Et donc... Et puis, il faut se dire une chose, j'ouvre une parenthèse, c'est que lorsque vous faites une photo comme ça avec le prince Ben Salman, c'est que vraiment vous êtes potes, vous êtes bien avec lui parce que c'est pas un selfie à la sortie d'un hôtel, ça n'existe pas. Ça c'est sûr. Voilà, faut le dire. C'est une évidence, leurs liens sont vraiment étroits. D'ailleurs, il faut préciser, il y a un faux passeport qu'il est intéressant de relier à cette visite. Voilà le faux passeport de Jeffrey Epstein. Alors c'est un faux passeport autrichien. Il y a donc un faux nom. Évidemment autrichien. Ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui relient avec l'empire du Reich. Mais bon, j'ai une impression comme ça. Le nom est usurpé. C'est une fausse identité. L'adresse de résidence du personnage pris par Epstein, c'est une adresse en Arabie Saoudite. Et donc, Epstein n'a pas simplement collectionné les faux passeports, parce qu'il en a eu d'autres, mais non, il a utilisé ce faux passeport de façon régulière pour se rendre en Arabie Saoudite. Les tampons l'indiquent, les tampons montrent que ces voyages se sont faits sous cette fausse identité. S'il utilisait ce faux passeport pour en Arabie Saoudite, sachant qu'en Arabie Saoudite c'est quand même très très bien gardé et la technologie au niveau des frontières est assez importante, c'est parce que moi je ne conseille pas d'aller en Arabie Saoudite avec un faux passeport. Je ne vous le conseille pas. Vous risquerez d'avoir quelques problèmes. En effet. Lui ne les a pas eu visiblement et il a même pu rencontrer le prince. Il l'a rencontré à plusieurs reprises. Il l'a rencontré notamment en 2016 à Riyad avec Jeff Bezos, le PDG d'Amazon. Et ils ont discuté notamment de gros contrats, de projets d'investissement assez importants. Mais donc les liens entre Epstein et le prince Ben Salman sont tels que Ben Salman lui a adressé plusieurs cadeaux. Alors on va voir une photo où Epstein est en train de regarder un tapis avec le sultan Ahmed bin Sulayem. Voyez ? Ce tapis n'est pas un simple tapis. En fait, il contient ce qu'on appellerait des reliques de la Mecque transmises par le prince saoudien Ben Salman. Voilà, c'est quand même significatif. Pour les musulmans, c'est un tapis qui est saint. Ah oui, voilà, tout à fait, oui. Et c'est quand même assez fou de se dire que donc une pièce sacrée pour les musulmans atterrit dans l'une des villas d'Epstein, envoyée par le prince Ben Salman, avec entre autres toute une tente et tout un ensemble décoratif pour vivre à la façon arabe. Comme cette photo cocasse là, d'Epstein en émir. Oui, et il y a cette photo où on voit Epstein vêtu comme un émir, justement. C'est tout à fait surprenant. Voilà, c'est bien Jeffrey Epstein. C'est une photo issue directement donc des pièces de la justice américaine. On ne sait pas qui est le monsieur à gauche ? Non, on ne sait pas qui est cette personne. Par contre, il y a la photo où on le voit avec le sultan Ahmed bin Sulayem. Il fait de la cuisine, voilà. Alors, vous voyez, là, il existe des photos où on le voit enturbané, mais là, ils sont en train de faire la cuisine comme de vieux potes ensemble, en t-shirt façon université américaine. Et est-ce qu'on sait s'il y a eu des affaires menées entre monsieur Epstein et l'Arabie Saoudite ou des représentants saoudiens ? Alors, des contrats, des affaires financières, ça, indéniablement. Quant au sultan Ahmed bin Sulayem, qui était, je le rappelle, le patron de DP World, l'opérateur portuaire des Émirats arabes unis,
qui a dû donner sa démission lui aussi il y a quelque temps, c'est en fait lui qui, dans l'échange de mails dont je vous avais parlé la fois dernière, sans avoir encore identifié l'auteur des mails, c'est lui qui adressait une vidéo de torture à Jeffrey Epstein. Vidéo de torture. Est-ce que l'on sait... faut le rappeler. Est-ce qu'on sait quel type de torture il y a eu? Non, la vidéo n'est évidemment pas rendue publique par la justice américaine. Ça, c'est une pièce qui est gardée hors d'atteinte du grand public. Mais donc, il y a bien une vidéo de torture, c'est très clair. Et ils échangent bien en disant « J'ai bien aimé la vidéo de torture. » Voilà. Alors, il y a un scan de mail dont on n'a pas parlé en première partie d'émission. Il faudrait montrer si on pouvait le commenter. Ah, ça c'est le... Voilà. Oui, bien sûr. Alors là, ça vaut la peine aussi. C'est un mail entre Tom Barak et Jeffrey Epstein. Tom Barak, qui est-ce? C'est tout simplement l'envoyé spécial américain en Syrie et au Liban, ami personnel de Donald Trump. Et donc, Epstein lui écrit qu'il reçoit beaucoup d'appels chaque semaine de reporters au sujet de son amitié, mais là, c'est un mail, parmi les innombrables mails, c'est un mail où Epstein demande à Tom Barak de lui envoyer une photo avec de jeunes enfants. Et donc on est vraiment dans, de nouveau, des codes très clairs. Hein. Il ne s'agit pas de photos d'enfants avec des enfants, des cousins ou des petits-neveux. Hein. C'est clairement une connotation sexuelle qui est sous-jacente. Hein. Alors, je suis obligé de poser la question, est-ce que Trump est réellement mouillé dans cette affaire? Est-ce qu'il y a des suspicions peut-être? Alors, je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup qui nous regardent. Je sais que c'est obligé de faire. Je sais que c'est un sujet évidemment qui déplaît à une partie des inconditionnels de Donald Trump et qui ne vont pas comprendre parce que c'est bien sûr que c'est lui qui a donné le feu vert pour libérer 6,5 millions de documents, mais oui, il y a des premiers indices des liens graves entre Donald Trump et Jeffrey Epstein au niveau mœurs. Lors de l'audition de Richard Kahn par la commission parlementaire, je rappelle, Richard Kahn, comptable de Jeffrey Epstein, les parlementaires l'ont interrogé pour savoir s'il était vrai qu'il y avait eu une indemnisation pour une victime mineure à l'époque de Donald Trump. Il faut savoir que l'héritage, un montant colossal de Jeffrey Epstein est bloqué pour servir comme fonds d'indemnisation aux victimes de Jeffrey Epstein. Et donc, Richard Kahn a confirmé que parmi les premiers dédommagements, il y a bien une femme qui a déclaré avoir été victime à 13 ans, à l'âge de 13 ans, d'un viol par Donald Trump. Et donc, j'imagine que si ce fonds de dédommagement a accordé une indemnité à cette victime, c'est parce que quand même, elle avait de quoi démontrer les faits. Pas simplement parce qu'elle avait des affirmations gratuites. Bon, alors, il y a la présomption d'innocence, bien entendu, mais bon, d'après vous, est-ce que l'Iran, c'est aussi une réaction à l'affaire Epstein ou pas? Je fais partie de ceux qui croient que oui, il s'agit de... disons que c'est une double opération. Je pense qu'elle est absolument voulue par Israël, et Donald Trump ne pouvait pas dire non à Israël, et d'autant plus qu'il fallait effectivement en partie détourner l'attention. De la même façon que pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi à ce moment-là, s'il était impliqué dans l'affaire Epstein, il y aurait un accord de Trump pour libérer autant de millions de documents, je pense que c'est justement la plus habile façon de noyer le poisson.
c'est que quand vous jetez un océan d'informations sur l'affaire Epstein, eh bien évidemment l'attention est diluée et s'attarde sur beaucoup d'autres noms que celui de Donald Trump. Je pense aussi que Donald Trump conserve quantité de documents très intéressants et qui justement concernent des personnalités sur lesquelles pour l'instant rien n'émerge dans ce qui a été publié. Je pense par exemple à Zelensky, voilà. C'est pas pour rien à mon avis que l'on ne trouve pour l'instant quasiment rien sur Zelensky et Epstein. Alors, on va aller sur les questions du Moyen-Orient et de l'Afrique, mais avant ça, on avait une photo de dîner chez Reid Hoffman avec Zuckerberg. Oui, là aussi, c'est quand même assez significatif. Donc c'est une photo prise par Jeffrey Epstein lui-même. On sait en quelle année ? C'est en 2016. C'est lors d'un dîner organisé par Reid Hoffman. Reid Hoffman, c'est le patron de LinkedIn. Reid Hoffman a invité pour ce dîner donc Jeffrey Epstein, Mark Zuckerberg, Elon Musk et Peter Thiel. Mais c'est fou quand même. Qu'est-ce que vient faire Jeffrey Epstein dans ce dîner ? Enfin, c'est hallucinant. Voilà. Parce que là, on a les grands patrons de la Silicon Valley, les hommes les plus riches du monde. Ce que n'est pas quand même Jeffrey Epstein. Non, il n'est pas de ce niveau-là de fortune. Et il en est quand même. Et il est invité systématiquement dans tout ce genre de dîners, de fêtes. Et d'ailleurs, donc, cette photo est assortie d'une petite légende d'Epstein. C'était un dîner de fous. Voilà. Il faut se souvenir aussi que Elon Musk, lui aussi, tente d'échapper au dossier Epstein, de se présenter en chevalier blanc, mais il y a des échanges entre lui et Epstein, et notamment, il y a ces échanges où Epstein reçoit des demandes d'Elon Musk. Elon Musk interroge Epstein, quand est-ce donc la prochaine soirée la plus folle que tu organises ? Ça, c'est les mots de Elon Musk. Oui. C'est dingue. Oui. Mais ça démontre quand même que ce Jeffrey Epstein a été quand même excessivement bien formé et ce n'était pas n'importe quel agent. Mais ça c'est certain. Et donc il avait un pouvoir évidemment très important. Il faut quand même souligner que on a montré le lien avec Tom Barak, l'ancien envoyé spécial américain en Syrie et au Liban. Tom Barak est soupçonné d'avoir fait du lobbying en faveur des Émirats arabes unis auprès de Trump en 2021. Et on retrouve systématiquement, en marge des affaires de mœurs, toutes les affaires géopolitiques, économiques, et toujours les intérêts d'Israël sont mis au premier plan. Parce qu'il faut dire les choses. C'est une affaire de mœurs, certes. C'est une affaire satanique, certes. Il y a l'antéchrist, tout ce que vous voulez, ok. Mais il y a aussi des conséquences financières, mais à centaines de milliards. Ah mais bien sûr. Et géopolitiques. Bien sûr. Systématiquement, toutes ces personnalités, Ben Salman, le sultan, Bin Sulayem, etc., tous vont toujours négocier des contrats avec Israël. Bin Sulayem, qui est donc, et je rappelle, a échangé des vidéos de torture avec Epstein. Bin Sulayem a servi d'intermédiaire auprès des Émirats arabes unis pour le gouvernement israélien et pour des contrats avec Ehud Barak. Alors, est-ce que si M. Epstein n'avait pas été un aussi bon agent pour le Mossad qu'il n'a été, est-ce que nous aurions connu tout ce que nous avons connu ces derniers temps, c'est-à-dire la guerre maintenant en Iran, Ukraine-Russie, le Covid, je sais pas, enfin, toutes ces choses qui ont émaillé le monde? Les questions se posent tout naturellement, et il est évident que la carte géopolitique eût été différente. Parce que c'est ce que l'on peut vraiment observer à l'étude des dossiers Epstein, c'est que dans les années de 2004, plus précisément encore plutôt entre 2008 et
2018, Epstein est véritablement parvenu, par différents intermédiaires, à transformer la position géopolitique de gouvernements, de partis politiques, de personnalités politiques de premier plan, pour les amener à devenir favorables au gouvernement israélien. Je me pose même la question aujourd'hui, en voyant toutes ces informations depuis toutes ces semaines, est-ce que M. Macron aurait été élu si Epstein n'avait pas siégé 22 avenue Foch? Et je vais vous dire pourquoi. Rappelez-vous, à la sortie des primaires de la droite, où 4,5 millions de Français ont payé 2 euros pour voter François Fillon à ces primaires de la droite, c'est quand même pas rien. Oui, bien sûr. Et 2 mois après, M. François Fillon a été élu, je crois, à 70% contre Alain Juppé. Et 2 mois après, M. Fillon, qui aurait dû être président de la République, rappelez-vous, et ben 2 mois après, pour une question d'attaché parlementaire, de costume à 10 000 balles, bon, c'est pas bien, hein, je dis pas que c'est bien, c'est pas bien. Mais au regard de tout ce que l'on voit là, c'est totalement secondaire. C'est rigolo, c'est la rigolote, bien sûr, il faut dire les choses. Et que les grands médias aient travaillé contre M. Fillon, même si je ne suis pas du tout Fillon, hein, pour le coup, est-ce que derrière, il n'y a pas la main de Jeffrey Epstein? Parce qu'on sait que Jeffrey Epstein a eu des contacts avec Emmanuel Macron en 2016. Et oui. Il a eu des contacts avec Emmanuel Macron. Le sultan Ahmed bin Sulayem, adepte des vidéotortures, a également été en contact avec Emmanuel Macron. Fabrice Edan, on l'a vu au début, était en contact avec Emmanuel Macron. Donc on voit bien que, là encore... Tout ça, le même réseau. Voilà, c'est exactement Et puis Rothschild. le même réseau. Rothschild, Borgebrand, l'ancien président du Forum économique mondial de Davos, qui lui aussi a dû démissionner pour son implication dans l'affaire Epstein, était aussi évidemment en contact à la fois avec Epstein et avec Macron. Donc oui, il y a plein de recoupements, naturellement. Et oui, et la France aurait été tellement différente si M. Epstein n'avait pas œuvré pour l'élection de M. Macron, il faut dire les choses. Mais tout le paysage politique et géopolitique aurait pu être différent. Les implications sont énormes et c'est pour ça, je dis souvent aux gens qui se désintéressent de l'affaire Epstein, qu'ils n'en ont pas le droit parce qu'ils ne se rendent pas compte Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces gens? Mais des gens parfois me disent bon ben on a compris, on en a assez, voilà c'est sordide, c'est glauque, bon ben voilà c'est une histoire de balai rose, c'est une histoire comme on en connaît plein. Ça, en fait. Voilà, pour beaucoup de gens ce n'est qu'une histoire de balai rose, comme il y en a eu depuis la nuit des temps dans le monde politique, et les gens vont nous dire mais on connaît ces histoires, ils sont pourris, ils ont voilà c'est comme Julien Rochdy par exemple qui sur un réseau social avait déclaré oh mais voilà comme s'il n'y avait pas de pauvres qui allaient voir les prostituées. Mais ce n'est pas une histoire de prostituées. Ce n'est absolument pas une histoire de prostituées. C'est absolument pas une histoire même d'hommes séduits par des filles de 17 ans. C'est une histoire qui contient à la fois des abominations au niveau sexuel, des abominations de sacrifice humain, de cannibalisme, de torture, mais qui concerne aussi des implications politiques, financières, mondiales. Que M. Rochdy passe d'abord le bac et il pourra venir discuter, hein, parce que là, très sincèrement, mais bon, bref. C'est lamentable. Voilà, lamentable. On laissera là où il est avec ses beaux cigares et ses costumes 3 pièces. Alors, on a aussi, dans la géopolitique, Monsieur Epstein, qui est lié à l'Afrique, malgré son racisme. Oui, absolument. Bizarrement. On sait que donc, dans plusieurs courriers électroniques, il a insisté sur le fait qu'il n'aimait pas du tout les femmes noires, qu'il ne s'agissait absolument pas pour lui de consommer des femmes noires, mais il y avait évidemment dans sa clientèle, dans ses réseaux, dans ceux qu'il voulait faire chanter, des gens qui aimaient bien les filles exotiques, et donc il était en recherche de femmes séduisantes d'origine africaine, et pour cela, il est entré en contact avec Nina Keita. Nina Keita, c'est la nièce du président Ouattara, le président de Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier que le président Ouattara était un homme, rappelez-vous, de Nicolas Sarkozy. Oui.
Alors, il y a une photo où l'on voit Epstein au milieu de soldats africains, sans que l'on soit en mesure d'identifier réellement dans quel pays est prise cette photo. C'est une photo qui se trouvait dans le livre anniversaire de Jeffrey Epstein saisi par le FBI. Mais donc on voit bien qu'elle est prise en Afrique. Il faut donc savoir que Nina Keita, la nièce du président Ouattara, a proposé à plusieurs reprises à Epstein des jeunes filles. Il y a notamment un échange assez significatif où elle lui envoie la photo d'une jeune femme de 23 ans et Epstein renvoie simplement comme message « trop vieille ». Trop vieille. Trop vieille, 23 ans, trop vieille. Et Nina Keita renvoie aussitôt une photo de la petite sœur de la fille de 23 ans qu'elle avait initialement proposée. On sait quel âge elle avait, cette petite sœur? Non, la photo n'est pas dévoilée. Voilà. Cette Nina Keita, nièce du président Ouattara, récemment réélue encore. Oui. Elle a des soucis à se faire Elle siège à la direction de la Société publique de gestion des fonds pétroliers de Côte d'Ivoire. Hein. Donc c'est pas rien. Hein. Elle a présenté donc son oncle, le président Ouattara, à Epstein directement. Elle l'a présenté aux Nations Unies, à New York. Et ensuite, elle a organisé un voyage d'Epstein en Côte d'Ivoire, où Epstein a rencontré plusieurs ministres et le président Ouattara. Alors, il faut savoir qu'il y a eu à un moment des troubles en Côte d'Ivoire, un risque de renversement du président Ouattara, et à ce moment-là, Epstein, qui ne manque jamais une opportunité financière, a immédiatement proposé ses services, et ceux d'Ehud Barak, au président Ouattara. Alors, on a ce mail. Voilà. Donc là, on voit l'un des multiples échanges entre Epstein et Ouattara, et pour l'organisation d'une entrevue avec Ehud Barak. Et donc, Ehud Barak va vendre à la Côte d'Ivoire un très impressionnant matériel de surveillance israélien destiné à surveiller à la fois tout l'Internet, tous les échanges Internet en Côte d'Ivoire et toutes les conversations téléphoniques en Côte d'Ivoire. Et comme on ne se prive jamais de contrats, il va même vendre un Boeing 727 directement au président Ouattara en supplément. Qui en avait vraiment besoin. Bien sûr, voilà, ça lui manquait sur son aéroport personnel. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait partie donc de ce que l'on connaît des ramifications d'Epstein en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire. On sait aussi que Epstein est intervenu avec efficacité au Sénégal. C'est notamment Epstein qui a obtenu du président sénégalais de l'époque Macky Sall de gracier Karim Wade. Karim Wade était le fils du président Wade, il était emprisonné, Karim Wade a été ministre aussi, et donc Macky Sall l'avait mis en prison, donc les réseaux ont fonctionné auprès d'Epstein pour tenter qu'il intervienne directement auprès de la présidence sénégalaise. Il l'a fait et il a obtenu gain de cause. Karim Wade a été libéré et Karim Wade a dû s'exiler au Qatar. Et il a eu une grande correspondance avec Jeffrey Epstein, au moins 400 mails, je crois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Gigantesque. Karim Wade avait l'intention de se présenter aux élections présidentielles, de revenir à la conquête du Sénégal. Donc évidemment, on voit que Epstein misait sur cette hypothèse qui n'a finalement pas été rendue possible parce qu'à chaque fois, la candidature de Karim Wade était invalidée. C'est hallucinant. Tout ce qu'on apprend là ce soir, c'est vraiment de l'info exclusive pour le coup, parce que personne
n'en a vraiment parlé dans les grands médias. Non. Il faut savoir aussi que les contacts sont vraiment d'un continent à l'autre, de pays à l'autre, parce que c'est le sultan bin Sulayem qui avait notamment mis Epstein en contact avec le cheikh Kanté, qui était à l'époque directeur du port autonome de Dakar, et c'est comme cela que l'amorce s'est faite de contact avec le président Macky Sall du Sénégal. On a fait tout le tour, je pense, ou pas? Je pense que là, c'est un bon aperçu. Je rajouterais qu'il y a quelques jours, c'est tout frais, le député américain Ro Khanna a confirmé lors d'une déclaration publique que des documents explosifs de l'affaire Epstein avaient été saisis par des détectives privés dans différentes propriétés d'Epstein et qu'on est toujours à la recherche de ces documents et notamment de CD-ROM. Et il a bien insisté sur le fait que c'était véritablement là la partie la plus explosive. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.